Bonjour, ravie de vous trouver pour cette deuxième saison du podcast. Plein de nouvelles invités, des experts, des expertes et puis des tables rondes. La première sera le 26 septembre autour du syndrome de l'impostrice, mais surtout de comment faire pour que les femmes se sentent à leur place dans les entreprises et à des positions de pouvoir. Je vais vous mettre le lien pour l'invitation directement dans la description du podcast et vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux. Cet événement, je le fais avec le réseau Comet. Ce sera dans Paris, pas très loin de la cour Saint-Émilion à l'école Cage. Je serai ravie de vous y retrouver, ravie d'avoir vos retours, vos échanges et vos questions. Je vous souhaite une très belle écoute et une très belle découverte de ces nouveaux épisodes. J'essaye le plus possible de reconnaître mes erreurs. Pour moi, des relations saines, de confiance avec le manager, c'est le b.a.-ba. La forme d'intelligence analytique, c'est bien, c'est intéressant. Je pense sincèrement que c'est pas ça qui va permettre des gens de se développer très fortement sur le long terme. Je pense que l'intelligence émotionnelle va être un facteur beaucoup plus discriminant que le pur aspect, ce qu'on appelle conceptuel, ou même le pur aspect stratégique. Cette capacité pour moi à appréhender des organisations et à comprendre le facteur humain, c'est beaucoup plus discriminant. Oui. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Céline, bienvenue. Bonjour Nelly, merci. Alors vous êtes directrice générale de Haleon depuis 1 an, grande entreprise du secteur pharmaceutique qui ont notamment les marques Advil ou Sensodine parmi beaucoup d'autres. Vous avez également avant cela été 3 ans comme directrice générale de la marque Kiri du groupe Bell, et ce après une carrière de 14 ans chez Procter & Gamble où vous avez fini directrice générale adjointe d'une gamme Pampers. Vos différentes fonctions vous ont amené à parcourir le monde et à faire face à différentes us et coutumes locales intéressantes lorsqu'il s'agit de l'égalité femmes-hommes. Vous êtes également fondatrice de l'association Grossesse Santé contre la pré-éclampsie depuis 6 ans et vous êtes passée par la case entrepreneuriat au même moment avec Piboom qui fabriquait des céréales saines pour enfants. Et avec ce parcours que nous pourrions qualifier de prestigieux, vous êtes quelqu'un de plutôt nature qui accepte de ne pas se fondre dans les codes pour exister pleinement. Vous aimez cette idée du pouvoir de changer les choses. Et donc, pour commencer, j'aimerais que vous m'en dites plus sur votre vision du mot pouvoir. Merci Nelly, merci pour cette description très agréable. Alors, effectivement, quand vous m'avez invité à ce podcast Le pouvoir au féminin, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais compris quand j'avais commencé à travailler du mot pouvoir et ce que je voulais en faire maintenant. Et pour moi, ce que j'en comprenais à l'époque est très différent de ce que je veux en faire maintenant. Effectivement, pour moi, le pouvoir au féminin, mon pouvoir, c'est de faire changer les choses, d'avoir un impact et d'avoir un impact avec les hommes et avec les femmes avec qui je travaille. C'est un petit peu différent pour moi de la compréhension que j'en percevais quand j'ai commencé à travailler. J'avais l'impression que le pouvoir, peut-être plus masculin à cette époque-là, était un pouvoir de commander et un pouvoir de commander sur justement des équipes. Avec ce côté, ça y est, le chef. Et déjà à l'époque, cette vision du pouvoir n'était pas forcément celle qui m'attirait. Et j'avais envie de définir une autre manière, justement, d'être au pouvoir pour une femme, en me différenciant des rôles féminins, de leaders féminins qui travaillaient avec moi à l'époque, et en disant, je vais essayer de trouver, de tracer une voie un petit peu différente. Et en tant que femme, on peut le faire. Alors déjà, c'est quoi le pouvoir à impact ? C'est ça que vous avez dit aujourd'hui, je vois ça comme du pouvoir à impact. Le pouvoir à impact. Alors déjà, on va faire un tout petit peu d'étymologie. Allez-y. On est le latin, potere, c'est la capacité à faire les choses. Mm-hmm. Et c'est donc la capacité pour moi, de conduire un changement, de changer les choses et donc avoir un impact. Ça veut dire que, typiquement, très vite, je me suis dit, mes compétences professionnelles, c'est bien joli tout ça, mais ça doit servir à quelque chose. C'est ce qu'on appelle, c'est mon entreprise à mission. Ma mission, c'est l'impact positif. Dans le milieu professionnel, donc c'est ce que j'ai fait la première partie de ma carrière. Et quand j'ai fait le virage entrepreneurial, c'est là où je me suis dit, ce que j'ai appris, je vais le transformer en impact, en fait beaucoup plus direct et personnel. Le premier impact que j'ai souhaité entreprendre, c'était la création d'une association de patientes.
J'ai été touchée à titre personnel par cette complication de la grossesse. Et il y a eu un moment où je me suis dit, je vais transformer cette expérience, qui était une expérience négative, en quelque chose de positif, parce que je ne veux pas que ça arrive à d'autres femmes. Je veux aider à la prévention de cette complication. On parle de la prééclampsie. Et on parle on parle de la prééclampsie, cette complication de la grossesse très grave. Et donc, l'impact a été de dire, je vais utiliser mes compétences professionnelles, et on va se le dire, le leadership, en fait, dont je fais preuve dans le travail, pour porter des messages d'information, de prévention auprès des femmes, mais aussi auprès de la communauté médicale. Et ça a été ma première expérience entrepreneuriale. Ça a été la première fois où je me suis retrouvée face à la page blanche, où j'ai créé des statuts, où j'ai créé une page Instagram où j'étais la seule, voilà. Et ça a été assez grisant, en fait. J'ai beaucoup aimé, en fait, la liberté que j'ai trouvée face à la page blanche. Et c'est ce qui m'a donné, en fait, je dirais, l'envie et la confiance de me lancer dans la deuxième entreprise entrepreneuriale que j'ai eue, qui est la création de cette marque de céréales, nutritionnellement meilleure que ce qui existait sur le marché, biologique. Donc l'impact, ça a été de dire, voilà, je vais changer un peu le monde. Je veux dire, voilà, je le prends de manière aussi simple et humble, mais oui, je vais essayer, avec mon énergie, avec mon leadership, d'avoir un impact pour le meilleur, pour le monde. J'aime beaucoup le fait que vous utilisiez le mot grisant dans le pouvoir, mais avec la mise en exergue de la liberté. Ce qui était grisant, c'était la liberté, pas forcément le pouvoir en tant que tel. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant de le mettre comme ça. Vous êtes cependant rentrée dans le salariat, parce que ça vous convient, donc en tant que dirigeante. Vous avez parlé de leadership, vous avez parlé de leadership à impact, et vous avez parlé de leadership avec les hommes et les femmes. Donc concrètement, ça se traduit comment, le leadership que vous exercez? Comment vous voyez ça, le leadership? Alors, pour moi, le leadership, il y a deux éléments très forts qui sont, pour moi, le fait de donner de l'énergie pour engager les équipes. Une fois de plus, je vais revenir peut-être au leadership que j'ai observé quand j'ai commencé à travailler, qui était un petit peu dans un mode autoritaire, on va dire. Et puis d'ailleurs, un petit peu uniforme. Et je vais utiliser je vais utiliser le mot ennuyeux pour définir aussi le leadership tel que je le voyais. Et en fait, moi, c'était quelque chose qui ne m'engageait pas. Alors, je comprenais ce qu'on me demandait, je le faisais. Je veux dire, voilà, il y avait pas, j'étais engagée, mais j'étais engagée mécaniquement. Là, en fait, je pense, ce dont on parle, c'est d'un engagement beaucoup plus émotionnel. C'est comme dans la communication. Vous pouvez parler au cerveau, et puis au rationnel, et puis vous parlez au cœur. Moi, j'avais envie, et j'aurais souhaité qu'on parle à mon cœur, et je me disais, à mon avis, on peut parler un petit peu plus au cœur des gens. Alors, il faut le faire de manière sincère et honnête, voilà. Mais c'était ça, en fait, c'est cette nuance, en fait, que je voulais apporter. Et je me suis rendu compte que des qualités personnelles que j'avais pouvaient y contribuer. Donc, alors, je suis quelqu'un d'énergique, mais j'ai une énergie joyeuse. Je pense que dans Vice Versa, je suis la joie dans les émotions. Voilà, j'ai un franc-parler, et même si ce que je le fais très sérieusement, je ne me prends pas au sérieux. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup l'humour pour dédramatiser les situations, pour désamorcer des situations tendues. Et donc, ces qualités ont formé un style de leadership, en tout cas différent, on va dire, au début, mais pour le coup, peut-être parce qu'il était différent aussi, très impactant. Et donc, je me suis rendu compte que ce style nouveau pouvait avoir de la force. Et donc, je me suis dit, c'est très bien. Je n'ai qu'à être moi-même, finalement. Et ça m'a permis de développer, je pense, un style de leadership plus dans l'engagement, qui va plus parler un petit peu aux tripes des gens. Qui est dans l'émotion, du coup. Comme parler au cœur des gens, c'est ça que vous avez dit. C'est pas original comme expression, c'est de plus en plus courant, mais ça l'était pas du tout, je pense, au début de votre management. C'est quelque chose dont on entend parler depuis, 3 ans, c'est le bout du monde de mettre le cœur dans le leadership. Bien sûr. De parler aux gens, de les engager des émotions. Ça va faire 10 ans et encore. De vraiment mettre l'accent sur l'émotion dans le leadership pour de vrai, qui ne soit pas dans la bouche d'un coach. Ça fait 2-3 ans, grand max, et encore. Donc, du coup, ce style-là, j'ai l'impression que vous l'avez abordé assez tôt. Et puis, vous avez dit, il y avait un management autoritaire. Je m'y retrouvais pas. Et vous avez dit tout à l'heure, je ne voyais pas être comme les femmes de l'époque en management, plutôt autoritaire. Alors du coup, avant que vous répondiez, j'ai quand même 2 questions. C'est déjà, comment vous avez pris conscience et basculé en disant c'est possible? Parce que vous auriez pu vous dire à l'époque, comme toutes les personnes que je vois à ces postes-là sont comme ça, en fait, c'est pas pour moi. C'est une première chose.
Et la deuxième chose, c'est comment finalement vous êtes dit, il vaut mieux être soi-même. Comment est-ce que vous êtes passé à s'assumer en fait? Parce que c'est pas évident. Non, tout à fait. Alors, c'est vrai, effectivement, j'observais des femmes... c'était il y a une vingtaine d'années où c'est vrai, je me faisais la réflexion que quelquefois elles sont plus masculines, peut-être d'une certaine manière, que leurs collègues masculins. Et je fais pas de généralité. J'ai aussi rencontré des femmes mentors, différentes qui m'ont inspirée. En toute franchise, j'ai donc été franche. Je suis quelqu'un de très nature, comme vous disiez. Et donc ma franchise, elle s'est exprimée au quotidien. Et assez tôt, je me rappelle, j'étais arrivée dans une équipe uniquement masculine. C'était top flyer de l'entreprise où je travaillais. J'arrivais dans le groupe des stars. Ce qu'ils avaient fait était forcément génial et extraordinaire. Bien sûr. Et en fait, très vite, on était sur Pampers. Et en fait, on parle de communication aux jeunes mamans. Et très vite, je me suis dit, mais oh là là, mais tout ça est très froid. Tout ça est très froid, justement. On parle d'un des moments les plus forts en émotion, peut-être quand même dans la vie d'une femme. Et alors, c'était tout rationnel, très robotique, très bien, etc. Et très vite, je leur ai dit, mais ce que vous faites, ça manque d'amour. Alors, c'est une manière de le dire qui était très, très différente, parce que pour le coup, présenté assez peu rationnellement et très émotionnellement. Mais très vite, ça a eu le mérite de faire passer le message de manière très efficace et de manière très mémorable. Et en fait, je me suis rendu compte que quelquefois, ma manière d'exprimer des idées, des fois de manière métaphorique, et en utilisant des métaphoriques un petit peu originales, donc de l'ordre de l'émotion, peut-être rigolote, j'allais gagner en différenciation et j'allais gagner aussi en mémorabilité, parce que c'est quelque chose, il y avait que Céline qui pouvait, entre guillemets, dire les choses comme ça. Donc il y avait cet aspect-là. Et donc, l'impact de ma communication, je l'ai vu. Et en fait, donc, résultat, je me suis dit, effectivement, ça marche, c'est différenciant, c'est mémorable. Alors, le fond, bien entendu, est toujours là, mais dans la forme, je peux réussir dans ce style différent et particulier. Et donc, c'est quelque chose que je n'ai fait ensuite que renforcer. Tout au long de la carrière, je n'ai jamais voulu renoncer à être moi-même, à ma franchise et à ma joie, bien entendu, avec une forte attention aux résultats, au fond. Il y a une grande exigence, je dirais, dans le fond. Dans la forme, par contre, il y a un style un petit peu différent. C'est amusant, vous parliez des mots tout à l'heure, vous parliez de... Moi, j'utilisais les mots leadership ou assertif, effectivement. Donc, je faisais quand même attention à rentrer dans le cadre, on va dire. Je mettais bien je tiquais bien les bons mots comme il fallait, dans le buzzword qu'on faisait. Mais je savais que je pouvais décaler d'une certaine manière. Et on teste, on apprend. Peut-être que là, je suis allée un petit peu trop loin, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à trouver ce petit chemin parallèle, en décalant et puis en testant, ça marche moins bien, peut-être que là je suis allée trop loin. Et pour définir, en fait, c'est ce qu'on appelle du personal branding, une image de marque que j'ai définie de cette manière-là. Oui, parce que dans ce que vous dites, il y a la question d'être franche, de parler. Alors c'est hyper intéressant. J'ai quelqu'un derrière ce micro qui me disait très souvent... la franchise, c'est pas l'apanage des hommes. Qui me disait que les femmes sont beaucoup plus franches. Et en fait, elle disait et moi je l'ai souvent vu, au final, les femmes qui étaient capables de dire les choses étaient utilisées pour les dire, et puis derrière, l'homme reprenait, mettait les choses en place. Évidemment, je suis caricaturale, je le dis pour mes auditeuristes, derrière ce micro, c'est un peu le jeu. Mais donc, du coup, vous avez su, et c'est ça qui est intéressant sur la fin, vous avez su jouer la juste mesure entre finalement exprimer qui on est, se positionner, être original, entre guillemets, mais d'un point de vue positif, tout en respectant les codes corporate. Vous avez été hyper à l'écoute des différents codes. Absolument. Il y a quand même des règles du jeu. Et ces règles du jeu, je les ai comprises. Donc, typiquement, j'ai bien compris le leadership, j'ai bien compris l'assertiveness, j'ai bien compris comment tout ça a été jugé, évalué. Donc, il y a par exemple des forums, des moments, des personnes avec qui attendent un type de comportement, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai quand même compris les règles du jeu. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je n'ai pas décalé dans ces situations-là, mais je le faisais de manière, on va dire, prudente, et je faisais extrêmement attention, comment ça pouvait être perçu. Donc, attention à la perception. Dans ce sens-là, une grande conscience des éléments de contexte.
Et puis, donc, cette capacité quand même à tester de nouvelles approches, peut-être plus au début avec les équipes, avec les gens qui travaillaient pour moi, qui en fait m'ont renvoyé très tôt le fait que mon approche, peut-être perçue comme plus sincère, parce que moins corporate, drivait en fait une forme, drivait de l'engagement en fait de leur part. Non mais c'est intéressant. Et j'ai l'impression que vous prenez des risques mesurés. Je vous embête avec ça, mais ce que je dis, c'est que vous avez aussi parlé de vos résultats. Vous l'avez dit, et ça, je pense que c'est clé. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les femmes n'arrivent pas à des postes de direction sans résultats. Et le fait d'avoir des résultats, ça permet aussi de pouvoir expérimenter des choses. Et pourtant, c'est ce qu'on s'était dit en pré-interview, avoir des résultats ne fait pas tout, parce que j'ai vu plein de femmes se faire voler leurs résultats. Ouais. Vous, comme vous dites des choses haut et fort et qu'on vous entend, finalement, on peut pas vraiment vous voler les choses. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Je l'ai dit, c'est ça. J'ai dit haut et fort, et de manière, je pense, c'est ce que je disais, original, voire drôle. Effectivement, donc c'est un style, en plus, je pense, qui est, en tout cas, moins courant chez la plupart de mes amis et collègues masculins. Et c'est amusant. Moi, j'ai des femmes qui m'ont donné des conseils tout au long de ma carrière. Et c'est vrai que il y a un conseil de attention à faire bien en sorte que ton idée soit bien reconnue comme étant la tienne. Donc, je suis extrêmement vigilante, voire paranoïaque, pour bien faire en sorte que très gentiment, mais c'est moi qui ai porté ce projet. Je vais le faire de manière, par contre, je pense, pas arrogante, et pas dans la prétention de manière simple, mais effectivement, il faut savoir. Pour moi, c'est juste de rester et de savoir s'approprier. Les projets qu'on a poussés. C'est pas évident, hein. Je lisais des articles qui disaient que les femmes souvent reconnaissent le collectif, là où les hommes reconnaissent leur personne. Comme je dis, pareil, c'est des généralités. Mais pour une femme de vraiment reconnaître son travail, c'est souvent dit. L'essentiel, c'est que ça avance. Il y a aussi cette règle un peu de dire si votre manager a pris votre idée, c'est qu'elle a été bonne parce que du coup, il l'a pris, entre guillemets, qui se dit, mais de façon plus générale, qui n'est pas liée aux femmes. Et c'est vrai que ce besoin de revendiquer des projets, des postes, de se mettre en avant, c'est aussi ce qui fait qu'on évolue ou pas. Donc, et c'est vrai qu'on nous a pas appris ça. Le fait que vous ayez ajouté sans arrogance est quand même très important. Parce que c'est pas une évidence. Et l'arrogance d'un homme ne sera pas jugée là où l'arrogance d'une femme le sera. Il est merveilleux, l'homme qui est arrogant. Mais c'est moins évident pour nous et de savoir le placer. Moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer une idée que tout le monde dise bof et qu'un homme la reprenne et que tout le monde l'écoute et que ce soit merveilleux? Parce que ça, il y a plein de femmes aussi qui me disent ça. Elle n'a pas l'air de vous avoir marqué. Non, parce que je vais lui dire, mais t'es sûre? Parce qu'elle est vraiment bof, ton idée, quand même. Je vais réagir sur quelque chose que vous avez dit, c'est que il y a quelques fois, j'ai fait en sorte que des gens, ça peut être des hommes, s'approprient mon idée. C'est pas grave, du moment qu'ils savent bien que elle venait de moi. Donc c'est pas grave qu'après ils se l'approprient, ça peut être dans d'autres forums, etc. Du moment que le contrat est quand même extrêmement clair, que en fait c'est moi qui induis l'idée dans leur esprit. Donc il peut y avoir une forme d'influence positive à se dire, moi je vais juste faire en sorte que ils s'approprient mon idée sur des styles de leaders. On va dire autoritaires, qui ont besoin de montrer qu'ils sont les grands chefs, c'est pas grave qu'ils s'approprient mon idée, parce que l'important, c'est que on y revient, c'est au pouvoir d'impact. Si l'impact a lieu à la fin, c'est pas très grave. Donc, une fois de plus, je pense qu'il faut faire attention, et je suis vigilante à que ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver du moment que ça répond à mon objectif très clair. Donc, moi je suis, une fois de plus, je m'adapte un peu à toutes les situations, et ça veut dire, par exemple, moi je vais m'adapter peut-être à des styles, à des collègues masculins qui quelquefois, il y a des hommes qui vont rejeter les idées qui ne viennent pas d'eux. Très bien, je vais lui faire croire que c'est lui qui a eu l'idée. Mais du coup, là, vous n'avez pas de contrat tacite que c'est la vôtre, parce que lui, il va croire que c'est la sienne à terme. On sait qu'après, il y a une imagination personnelle de que je crois que c'est la sienne. Donc vous n'avez pas cet accord tacite dans ce cas-là. Non. Alors, il va l'apporter. Et après, moi, comme c'est mon idée, et que c'est une idée généralement que je maîtrise, puisque j'ai un plan d'action, j'ai des idées derrière. De toute façon, moi, je vais commencer à en parler à d'autres personnes en disant, voilà l'idée et voilà ce qu'il faut faire, et je vais la pousser, en fait, de manière à ce que il ne soit pas le seul et l'unique à porter cette idée, de manière à ce que derrière, j'ai influencé d'autres intervenants, on va dire, pour me réapproprier peut-être le plan d'action derrière l'idée. Ok. C'est des coups de billard à 2 ou 3 bandes, des fois.
C'est vraiment ça, c'est là la complexité en fait. Mais bien entendu que quelquefois, il faut penser à 2 ou 3 bandes sur le coup de billard pour mettre la boule au bon endroit. Oui, alors après, ça c'est la stratégie qu'on appelle dite des alliés, parce que je vois les gens qui vont penser manipulation. C'est Koh-Lanta, c'est juste Koh-Lanta. Non, mais son équipe. C'est la stratégie d'influence, c'est des alliés. Je vais préciser la différence avec la manipulation quand même. La manipulation, c'est faire croire aux gens que vous allez dans leur sens. Là, on n'est pas le cas, on est sur influencer les gens qui ont une idée qui va avec la vôtre. Et donc, jouer une stratégie d'allié qui va avec ça. Du coup, moi, ce que j'entends, ce que vous me dites, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de discrète. C'est-à-dire que là où il y a des personnes qui vont faire une stratégie discrète et du coup, on va les oublier, les pauvres. Mais c'est vrai, hein, c'est à quel point on les oublie. Ouais. Vous, j'ai l'impression que pas du tout. Mais c'est plutôt positif, non ? Non. Non, c'est amusant. Vous avez raison. Et c'est vrai que ma réaction, pour ceux qui ne me voient pas dans le studio, je vous dis, j'ai l'impression qu'il faut que je m'excuse de ne pas être discrète. Parce que cette image, effectivement, peut-être qu'une femme doit être discrète et que les femmes, un peu plus vocales, finalement, elles font beaucoup de bruit, etc. Oui, alors là, je pense que vous avez mis le doigt sur un bon sujet. Je pense que sans doute que la discrétion est le meilleur ennemi de la femme, en tout cas, on va dire dans le monde corporate et dans l'entreprise. Ça veut dire par contre que la manière de se mettre en avant aussi doit être travaillée, mais doit être travaillée aussi d'une manière qu'elle soit donc positive et pas polarisante, je pense, ou cristallisante. Parce que ce dont j'étais aussi consciente en tant que femme, c'est que il y a un risque, justement, dès que vous êtes peut-être un peu trop assertive, vous êtes à la limite de l'agressivité. Si vous riez trop fort, mais elle est hystérique, etc., etc. Donc, on marche sur une ligne extrêmement fine. Je pense que la discrétion, donc, est effectivement dangereuse, et en même temps, faut pas aller trop loin, et faut pas non plus monter sur la table et faire des claquettes. Comment vous avez appris à marcher sur cette ligne-là, puisque vous avez dit ligne ? La première réponse qui me revient à l'esprit, c'est de tester des approches et de voir ce qui marche. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine humilité et une certaine... en anglais, c'est le mot awareness. Il faut être une certaine ouverture et conscience de comment vous êtes perçu par les autres. Et ça veut donc dire aussi des bonnes capacités d'écoute et une bonne humilité derrière pour se remettre en cause. Il y a clairement eu ce phénomène de tester, sur la ligne. Mais ça ne peut marcher que vous êtes capable d'écouter et il y a des qualités d'humilité qui sont importantes pour pouvoir se remettre en cause et pour pouvoir changer. Alors, l'humilité, je suis complètement d'accord avec vous. La question que je me pose, c'est cette juste limite entre l'humilité et la culpabilisation constante. Je vais préciser mon propos. Être humble, c'est capable de se remettre en question, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il y a une propension assez exceptionnelle des femmes à se remettre en question sur tout, alors que certaines choses dépendent du contexte. Il y a des choses, c'est pas de notre faute, entre guillemets, il y a des choses, il y a une remise en question. Après, je pense que se remettre en question est une force, quel que soit le contexte. Ouais. Mais comment vous faites finalement cette juste mesure en disant, là, c'est de ma faute, j'ai pas compris, là, etc. Ou alors, là, il y a un contexte et je m'adapte. Je sais pas si vous suivez. Oui, mais alors, attendez, parce qu'en fait, pour moi, c'est 2 choses différentes. Allez-y. Là, il y a une capacité à se dire, l'humilité, ce n'est pas dire j'ai fait une erreur, pas forcément, c'est déjà de reconnaître qu'il y a eu un problème. Ça ne veut pas dire forcément déjà que c'est forcément ma faute. Pour moi, l'humilité, c'est dire, on va prendre l'exemple d'une entreprise ou d'un projet, c'est déjà de faire face à la réalité et de dire, là, on sait, en tout cas, il y a eu plantage. Le projet, entre guillemets, est planté, on a pris une cartouche, ça marche pas. Bon, l'humilité, c'est déjà de dire, voilà où on en est. C'est pas forcément je vais me flageller et c'est de ma faute. Alors après, on se met autour d'une table et je cherche à comprendre effectivement le rôle que j'ai pu avoir, etc. Mais voilà, pour moi, l'humilité, c'est intéressant. C'est pas forcément de la culpabilité personnelle. Pour moi, c'est peut-être d'abord et avant tout la force et le courage de voir les choses telles qu'elles sont. D'éviter d'ailleurs les angles morts, et c'est important pour moi de s'entourer d'équipes qui vont vous parler franchement, pour vous dire, qui vont dire voilà ce qui s'est passé. Et donc pour se rendre compte de ce qu'il faut corriger. Il n'y a rien de pire pour moi que de laisser des erreurs justement s'enferrer, si vous voulez, entre guillemets, parce qu'on a été incapable de voir ce qui est à l'origine et ce qui s'était passé. Donc pour moi, l'humilité, c'est une humilité pour moi d'équipe. Déjà, c'est pas forcément une humilité que personnelle, même si je suis prête à me remettre en cause dans le travail du projet pour voir ce qui s'est passé. Oui, donc c'est aussi collectif en fait, l'humilité pour vous.
C'est pas que il y a une humilité individuelle et collective là dans ce que vous dites. Alors, c'est vrai que c'est pour ça. Oui, pour moi, il y a l'humilité, je vais dire, par rapport aux résultats d'une entreprise. Déjà, pour moi, il faut se dire les choses franchement. Quand les résultats, par exemple, sont pas bons, eh ben, il faut se le dire. Il faut se le dire, mais ça veut pas dire que c'est un jugement. C'est pas forcément un jugement de valeur sur les équipes. Et c'est pas forcément un jugement de valeur juste sur moi. Mais c'est déjà de reconnaître on est tous d'accord pour dire, par exemple, que des résultats sont pas bons. Il y a un deuxième processus qui est de dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce qui a mené à ça? Effectivement, de nouveau, c'est l'équipe, mais je me mets dans l'équipe et je vais me poser la question. Donc, ce que je veux dire, d'ailleurs, c'est pas le collectif contre le personnel, c'est le personnel qui va faire partie du collectif. On revient c'est le pouvoir avec les hommes et les femmes. Donc je me mets dedans et je suis voilà. Et donc c'est pour ça que pour moi je drive cette valeur d'humilité collectif. Et puis bien entendu je me mets dedans. Et alors par rapport au sujet de culpabilité ou le syndrome d'imposteur, il revient de temps en temps. Vous en avez un? Alors j'en ai eu. C'est vrai? J'en ai eu. J'en ai eu. Je me suis posé et c'est ce qui j'en ai eu et je sens que de temps en temps je me dis ouh là là, attention, il peut revenir. Mais en fait, j'en ai tout à fait conscience et j'essaie de le maintenir à une saine distance. Voilà, il n'est pas du tout gay, il n'est pas du tout joyeux, syndrome d'imposteur, donc il me va pas du tout. Voilà. Effectivement, j'ai bien senti qu'il y avait un truc social que j'ai géré au début de ma carrière et je me suis dit oulala, ça c'est pas du tout assez drôle, on va passer à quelque chose d'autre. Comment ça se passe votre arrivée à la tête de Codir? Parce qu'on n'est pas vraiment sur l'humilité sur les Codir, si je peux me permettre. C'est assez rare. Enfin, moi, j'ai rarement vu des Codir très humbles. On est plutôt sur le moi-je, etc. Mais peut-être que je me trompe complètement et que vous avez un Codir hyper humble. Mais comment ça se passe quand vous arrivez à la tête de Codir de façon générale? Alors, on vient de faire une réunion de Codir il y a 2 semaines. Pour le coup, c'est un gros Codir, on est une douzaine de personnes, très différents. Le constat était de se dire qu'on se parlait bien, on se disait les choses et on s'écoutait beaucoup. Et on se regardait en disant c'est sans doute un petit miracle. Ah bah comme quoi. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est sur des équipes, des Codir larges avec des personnalités très différentes. Ça peut être compliqué. Par rapport à ça, je parlais de l'écoute. Je pense que c'est important et je pense que le directeur ou la directrice générale a un rôle important et doit être rôle modèle sur l'écoute. Et quand je dis c'est l'écoute active, je dirais parce que pour moi, c'est mon obsession, c'est d'essayer d'éviter les angles morts. C'est-à-dire les angles morts. Alors c'est comme dans la voiture par rapport au rétroviseur où il y a une partie de la voiture ou de la route que vous ne voyez pas. Parce que vos rétroviseurs, en fait, vous montrent une partie de la route. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, quand on double, il faut tourner la tête, etc. Et voilà. Et puis, plus c'est gros, alors sur un camion, il y a plein d'angles morts, etc. Donc, plus c'est gros, plus il y a plein d'endroits de la route que vous ne voyez pas. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous arrivez en tant que DG, vous pouvez craindre que parce que vous êtes DG, les gens vont pas forcément vous dire tout, parce qu'ils ont peur que d'ailleurs vous ne vouliez pas entendre les mauvaises nouvelles. Donc ça, l'annonce des mauvaises nouvelles, compliquée. Donc on va attendre et puis on va peut-être pas lui dire toute la mauvaise nouvelle, etc. Voilà, une mauvaise nouvelle, on y revient, quoi. Une mauvaise nouvelle, ça arrive, c'est pas grave. Au contraire, moi je préfère connaître, on m'avertisse des mauvaises nouvelles, parce que là au moins on peut travailler sur les mauvaises nouvelles que l'inverse. Donc pour moi, il y a un rôle d'écoute active, de demander si j'ai raté quelque chose et de solliciter les avis contraires. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Je trouve ça extrêmement rassurant d'avoir une bonne conversation, franche et ouverte. On confronte les opinions parce que ça me renforce sur, peut-être déjà j'ai pas forcément la bonne décision, peut-être que je dois en changer. Et ça va renforcer en fait ma conviction ensuite. Et donc c'est pour ça que je trouve ça hyper important. J'aime les gens dans mon Codir et c'est le cas. J'ai la chance de travailler avec dans cette culture-là dans mon Codir actuel. Cette capacité, je demande à ce que les gens me challengent. Qu'est-ce que j'ai raté? Je leur dis mais qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce qu'il y a des avis différents? Et je pense que ça construit ensuite une culture de confiance très forte dans le Codir. Oui, et du coup, ça ouvre à la vulnérabilité, à la possibilité d'humilité, etc. Ouais. Alors, je précise quand même que l'écoute active, c'est pas écouter et dire oui, c'est écouter et concrètement prendre le temps de comprendre ce que dit la personne et de la prendre pour soi dans sa façon de dire. Non, parce que je précise que... Vous avez raison. J'ai un manager une fois qui m'a dit, oui, je fais de l'écoute active, j'ai écouté puis on est passé à autre chose.
Donc c'est pour ça que je précise. Oui. Non, en fait, c'est long, c'est reposer des questions, c'est être sûr qu'on a bien compris et que c'est l'écoute active, c'est pas juste, oui, absolument, c'est pas oui. Et ça demande d'être actif. Parce que ça aussi, c'est une question de prendre soin de soi, d'être en capacité d'ouverture et d'écoute. Et ça, on peut pas l'être tout le temps. Enfin, humain, on peut pas l'être tout le temps. Comment vous gérez, vous, cette capacité d'être et l'écoute de l'autre est ouverte et ces moments où on a besoin aussi de prendre pour soi, même si je pense que vous êtes très extraverti, donc ça doit un peu aider. Mais dans l'absolu, parce que les gens plus introvertis, du coup, c'est un peu différent. Ouais. Mais dans l'absolu, oui, comment vous gérez finalement ces moments, par exemple, où vous sentez que la personne a besoin de parler, mais vous n'êtes pas en capacité complète d'être en écoute active. Ça arrive à tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. Alors, la première chose, et ça m'arrive beaucoup, c'est que je vais juste te dire, je pense que là, moi, j'ai pas la qualité de temps. En fait, c'est ça, en fait, ou la qualité d'écoute nécessaire. On va s'en reparler à un moment. Ce que je fais aussi, c'est que des fois, je vais demander à des gens, justement, de mon équipe de direction, peut-être, de reprendre la conversation. Voilà. Donc, je n'hésite pas à demander à un ami, en fait, quelquefois, de m'aider. C'est toujours pareil, hein, c'est du collectif et c'est de l'équipe. Et je pense que c'était, donc c'est ce que je fais aussi. D'accord. Je vais revenir sur un point, je voulais juste finir sur l'écoute active et tout ça. Je voulais finir sur l'humilité. J'essaye le plus possible de reconnaître mes erreurs. Okay. Ça, c'est ça l'humilité. Je pense que c'était je me disais, il y a quelque chose que je fais, et c'était pas de l'ordre de la culpabilité, c'est ma faute. Par contre, je vais dire tout simplement, là, je me suis trompée. Et on passe à autre chose. Mais c'est important, par contre, je pense, de le faire. Et c'est là où je dis que c'est de l'humilité. Voilà, mais ça veut pas dire que je vais me flageller pendant 2 heures sur le fait que je me suis trompée. Par contre, vous l'équilibrez avec la mise en avant de là où vous avez donné des propositions qui sont bonnes. Voilà. C'est un juste équilibre. Absolument. C'est pas juste je me suis trompée, c'est là Non. je me suis trompée, par contre là j'ai été super forte. Oui, absolument. Et puis surtout, si je me suis trompée, maintenant je rattrape. Je répare. Je dis pareil à mes filles, quand on fait tomber un truc pareil, on répare. C'est pareil, ça arrive, c'est pas grave. Mais on répare tout de suite. C'est ça aussi l'attitude. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que manager ou directrice de reprendre une équipe où il y avait quelqu'un de très autoritaire avant ? Oui. Comment vous avez fait pour retrouver la confiance ? Que je précise mon propos, quand il y a des équipes qui ont eu vraiment une autorité descendante, où personne ne parlait, c'était limite un oui-chef. Concrètement, les équipes attendent un peu la même chose et puis du coup, on a perdu cette posture responsabilisante, c'est très compliqué. Du coup, comment est-ce que vous remettez cette énergie de confiance et de partage dans ces équipes ? Comment vous avez fait à l'époque ? Oui, ça m'est arrivé. C'est du velours. Personnellement, j'ai l'impression la première réaction quand vous m'en avez parlé, c'est super parce que la personne m'a pas mis la barre à 6 mètres. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est du velours parce que c'est déjà, le constat triste, c'est que les équipes sont en souffrance. Oui. Voilà, les équipes sont en souffrance. Les équipes ont perdu confiance en elles puisque de toute façon, leur avis n'est pas respecté. Ça ne sert à rien. Généralement, les personnes autoritaires, en plus, donc imposent leurs décisions. Donc, les gens sont vraiment dans je dois travailler pour faire quelque chose pour lequel je suis pas convaincue. Donc, les équipes sont en grande souffrance. Donc, par rapport à ça, moi, je trouve que l'arrivée quand je suis arrivée, que j'ai repris de se mettre, de se dire moi, je demande aux gens, toi, qu'est-ce que tu ferais ? Ça veut pas dire que je vais faire tout ce que les gens de mon équipe vont faire, mais en tout cas, c'est de leur redonner, de repartager le pouvoir tout de suite. Je trouve que c'est assez facile et c'est assez fort. Ça s'accompagne quand même aussi, je pense, de paroles de soutien. C'est-à-dire de dire, mais je sais que tu as tout à fait, tu sais ce qu'il faut faire, tu as beaucoup d'expérience, ça fait 3 ans que tu es sur ce job. Vas-y, maintenant on va... Voilà, si on devait tout reprendre, qu'est-ce qu'on ferait différemment ? Qu'est-ce que tu ferais différemment ? J'ai confiance en toi. Donc, c'est une posture, et pour moi, c'est une posture paradoxalement plus facile. C'est beaucoup plus difficile de rencontrer quelqu'un de remplacer quelqu'un qui est adoré de toutes ses équipes, parce qu'il faut peut-être recréer aussi une relation de confiance avec quelqu'un qui avait été fait très différemment. Mais voilà, dans ce sens-là, pour moi, de remettre la personne au centre, recréer la confiance et l'écoute. Et par contre, ça reste assez vite de reprendre ensemble les bonnes décisions et d'aller très vite pour redriver les choses et de les redonner aux gens de l'équipe. C'est intéressant parce que c'est un rappel que la confiance dans une équipe, c'est d'abord de la confiance en soi. Oui. Et ça donne... Non, mais je le dis parce que du coup, il y a vraiment une question de confiance en soi. Comment est-ce que vous faites à l'inverse en tant que directrice ou manager de manager, peu importe, quand vous avez un manager ou un directeur autoritaire ? Parce que du coup, comme vous l'avez dit, en dessous, les équipes sont en souffrance. Et vous, votre rôle, c'est de manager cette personne. Donc, comment vous accompagnez cette personne
Ou pas, peut-être. Je sais pas, mais comment vous faites? Donc déjà, c'est important de prendre le feedback des équipes. Ça, c'est quelque chose que je mets en place systématiquement. Donc il y aura 2 choses. Il y aura déjà, pour moi, de revenir à quel est le vécu de l'équipe. Donc bon, voilà. Et pour moi, il y a une chose que je fais beaucoup, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne devrais pas qu'on te fasse. Donc je remets beaucoup cette discussion au centre avec le manager pour lui dire, écoute, voilà par exemple comment moi je vais gérer les choses, ce que je vais apporter, je vais te demander ton avis, etc. Et je vais dire, est-ce que tu veux pas tenter une approche managériale un petit peu différente? C'est comme ça souvent que je l'approche, mais je l'approche pas juste en disant c'est une suggestion, ce serait sympa, parce que j'en fais un cas de souvent, c'est une équipe qui est en souffrance, et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour moi en termes de valeur. Donc, s'il y a une équipe en souffrance, il faut qu'on travaille ensemble, et travailler ensemble sur un style un petit peu différent, prenant des exemples, en disant, bah voilà, j'ai fait ça. Est-ce que tu aurais préféré que je te donne des ordres et que est-ce que tu préférais que je ne te demande pas ton avis? Non, bon. Sans doute que c'est pareil pour tes équipes. Ok. Du coup, un accompagnement par l'exemplarité à nouveau. Absolument. Et puis pas un conseil un peu forcé quand même. Un peu appuyé, un conseil un peu appuyé. Oui, il y a des non, mais quand vous parlez d'une situation d'équipe qui est potentiellement en souffrance, bah oui, pour moi, il y a un moment où ce n'est pas juste une suggestion, c'est quelque chose, pour moi, le bien-être des équipes, des gens, des employés est primordial. Voilà, on est maintenant, oui, il faut que les gens ils soient bien, ils ont envie de venir au travail. Et pour moi, des relations saines, de confiance avec le manager, c'est le b.a.-ba. Alors, je dérive un peu. Alors, vous êtes une femme Saoki, vous êtes une femme qui prend la parole, vous êtes une femme qui assume de manager avec ses émotions, vous êtes une femme qui assume justement d'avoir une originalité. Est-ce que ça a déjà coincé avec des personnes que vous deviez manager? Non. Non, jamais? Non. Okay. Non, c'est compliqué de résister à la joie. Hein. Franchement, j'ai pas. Non, mais c'est. J'adore. Bon, je rigole et je souris, mais c'est assez vrai. Hein. Okay. Même les personnes les plus dures et les plus coriaces, c'est très compliqué de ne pas. Voilà, il y a forcément une faille. Il y a quelque chose y cède. J'en doute que je prends les gens par surprise et au dépourvu. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Quand il y a des situations qui peuvent être possiblement conflictuelles. Donc, on veut demander quelque chose. On va dire à quelqu'un très autoritaire, qui a un avis très fort sur la question, et puis quelqu'un qui est connu pour être très conflictuel. Je sais parce que j'ai eu des discussions avec des jeunes femmes dont j'étais le mentor, qui me disaient, voilà, il me faut A, il veut B, comment je vais lui en parler, quoi. Et moi, mon grand truc, c'est de lui dire, mais tu vas le voir et tu lui dis que tu as besoin de son aide. J'ai jamais vu personne qui m'a dit, mais non, je ne veux pas t'aider, je refuse. Si vous abordez la question, mais ça, je pense, c'est beaucoup plus facile pour les femmes de le faire. C'est vrai. On va y aller en disant, mais écoute, mais vraiment, voilà. Et je sais, au contraire, on peut rajouter, écoute, tu es grand, beau et fort. Mais il n'y a pas forcément besoin. J'ai besoin de ton aide. Voilà. Je sais, tu veux faire ça, mais voilà mon truc. Est-ce que tu peux m'aider? C'est une posture qui est très féminine, mais qui est extrêmement puissante. Enfin, en tout cas, dans le monde corporate, hein, on n'est pas dans la rue, je sais pas quoi. Dans le monde corporate, ça marche. Ça marche tout le temps. Enfin, j'ai rarement vu. Non, j'ai jamais vu de personne qui disait non. Et en plus, c'est très vrai en général. Mais c'est complètement vrai. La personne avait besoin de son aide. Donc en plus, mais c'est amusant. Les jeunes femmes dont je parlais, la posture première, c'est de dire, allez, j'y vais, entre guillemets, je suis assertive, je vais chercher mon truc et je vais au conflit. Et là, alors que non, on peut complètement décaler. Hein. Quelle est la place de la sororité dans votre expérience professionnelle? Ah, énorme. Voilà. Elle se traduit comment? J'ai une tribu. C'est une tribu de sœurs. Elle a commencé au début par des femmes, hein, pour qui j'en ai 2 en tête pour qui j'ai travaillé, et qui ont des femmes qui m'ont à la fois beaucoup encouragée, donné beaucoup confiance en moi, et puis qui m'ont posé les bonnes questions, qui m'ont aussi encouragée à aller faire des choses que je n'aurais peut-être pas faites. Voilà, donc je dirais qu'elles m'ont poussée, tout en me donnant un environnement, je dirais, rassurant et de confiance. Donc, elles ont été très fortes. Et ce qui fait que, en tout cas moi, je me suis dit assez rapidement, moi je vais aider mes copines. Et donc,
je suis devenue assez rapidement mentor en fait de jeunes femmes. C'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai des réseaux. On a un réseau d'amis professionnels qui s'appelle les sorcières. Voilà. Maintenant c'est super d'être sorcière. Hein. C'est super. Maintenant ça a beaucoup changé. Maintenant c'est très bien d'être sorcière. J'ai un réseau donc s'appelle les sorcières. Et de manière générale, moi je suis restée vraiment amie avec la plupart des femmes avec qui j'ai travaillé. Et voilà, donc je pense qu'il y a une sororité hyper importante. Et quand je dis la tribu, j'ai presque envie de parler de mes filles. Enfin, j'ai 2 filles et pour moi, elles font partie de cette tribu de femmes dont je fais partie et je les élève avec ces valeurs en tête. Tout est possible. Voilà, il y a absolument, tout est possible pour une femme aujourd'hui et de leur donner confiance en elle pour y arriver. Vous pensez sincèrement que tout est possible pour une femme aujourd'hui ? Oui, alors oui. Je pense que tout est possible, mais pas encore. Toutes les femmes ne le pensent pas. Okay. Ça, c'est sûr. Il y a même des femmes qui, sans doute, ont été peut-être élevées, qui sont nées dans des endroits différents, dans des milieux différents, etc. Et bien entendu, pour ces femmes, tout n'est pas possible. Voilà, ça, on abordera à la fin la question de comment arriver à l'égalité. Oui, c'est là où il y a un énorme travail à faire. Mais c'est vrai, alors je suis très positive et très optimiste. Tout doit être possible, mais la société ne permet pas à toutes les femmes de le penser et de le croire. Comment vous faites de façon générale d'ailleurs par rapport à des gens qui n'ont pas votre enthousiasme ? Parce que j'ai quand même l'impression que vous avez une valeur joie. Ça y est. Je sais pas juste une façon d'être, c'est une valeur chez vous presque. Oui. Non, c'est vrai. La valeur c'est quand même assez... c'est intéressant, c'est une valeur joie. Ouais, oui, tout à fait. C'est quand même c'est très profond une valeur. Hein. Donc quand quelqu'un va avoir l'encontre de vos valeurs, c'est pas évident. Du coup, comment vous faites quand vous n'avez pas quelqu'un qui partage cette valeur joie ? Je reviens au fait que c'est compliqué d'y résister très longtemps. D'autant plus que, surtout que quand je vais l'enrober quand même de la valeur humour. Voilà, donc il y a un moment, voilà, c'est vrai que je vais un petit peu faire rire je vais rire de moi ou rire des gens. Et donc je fais un peu craquer la façade. Je pense qu'il y a un moment, si c'est des styles un style extrêmement différent du mien, il y a un moment peut-être que je vais passer en purement transactionnel et ça va être je vais pas avoir le même type d'engagement. Voilà, c'est plutôt ça à mon avis que j'ai envie de dire par rapport aux gens qui sont extrêmement différents de moi, mais c'est rare quand même les gens qui n'apprécient pas la valeur joie. C'est voilà. Comment vous faites par rapport aux opposants ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure stratégie des alliés, donc je vais quand même l'expliquer. Stratégie des alliés, c'est l'idée d'aller vers des gens qui sont avec vous sur des projets pour maintenir son énergie, justement faire fructifier cette énergie positive. Et dans la stratégie des alliés, après, il y a des hésitants qui sont 80% de la population en général, qu'on va aller chercher... que les alliés peuvent aller chercher, qui sont plutôt des gens avec qui il faut vraiment utiliser l'écoute active parce que c'est ça qui permettra de les engager. Et puis il y a les opposants qui représentent quand même 10%, qui eux en général sont contre en toute situation et sont rarement joyeux. C'est vrai. Sur des projets très précis, je dis quand même que la stratégie des alliés, c'est pas un tempérament dans l'absolu, c'est sur des projets précis. Certaines personnes sont très opposées. Alors là, on enregistre en pleine élection législative, donc je pense qu'on peut à peu près voir le climat de ce que je veux dire. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, comment vous êtes par rapport à ces personnes-là ? Parce que vous aimez irradier la joie quand même, et qu'elle soit contagieuse, etc. Comment vous arrivez, quelle posture vous prenez vis-à-vis de ces personnes dans le cadre d'opposition sérieuse ? Moi, ça me fait penser à des situations que j'ai eues des fois dans le cadre de mon association avec des médecins c'est intéressant, des fois médecins, chefs de service, une posture assez dans l'opposition, dans le conflit. Alors ma première réaction va être de vous dire, je vais montrer que j'ai pas peur. Ça c'est bon. C'est intéressant. Face à un gorille, surtout pas montrer qu'on a peur. Et vous avez peur quand même du coup ? Pas sûr, vous avez pas sûr. Non, mais parce que ça me rappelle des conversations que j'ai eues avec des femmes dont j'ai été le mentor et j'ai eu cette conversation, on me disait mais il me fait peur quoi. Et je lui dis surtout faut pas lui montrer. Alors bon, c'est vrai, vous avez raison, des fois peut-être qu'elles ont peur. Bon moi je suis peut-être plus habituée maintenant. Mais j'ai parfaitement conscience que il y a un moment où quelquefois hélas la personne va être dans la démonstration de force un petit peu violente sur le fait qu'ils ont tout à fait raison. Là, tout de suite, je fais le gorille. Faire le gorille, ça veut dire que vous allez prendre vos petites mains et taper sur vos pour bien montrer que vous n'avez pas du tout peur et que vous êtes vous aussi prête à vous battre. Okay. C'est important parce que je trouve que souvent, on permet
C'est pour éviter de se faire écraser. Et donc, c'est pour tout de suite rétablir le fait qu'on est bien à égalité. Je peux aussi me battre et être très vocale et je ne vais surtout pas me laisser faire. Donc, ça va permettre de faire redescendre un petit peu généralement, ça fait redescendre tout de suite la discussion. C'est toujours un petit peu impressionnant, des fois, quand ça se passe en public. Vous avez un exemple pour vous comprendre un peu? Alors, j'ai un exemple donc qui n'est pas un exemple professionnel, mais ça va être un exemple dans un groupe de travail avec des médecins. Voilà, et donc ça va être. Alors, ils sont très conflictuels des fois entre eux. Ils ont des arguments. Je vais pouvoir pousser, et j'avais poussé une question. Je crois que j'avais dit peut-être que je ne comprenais pas, et on a commencé à me rembarrer un peu sur le fond et sur la forme. Et là, j'ai dit non mais attention, déjà on ne me parle pas comme ça. Personne me parle comme ça. Voilà mon point sur le fond. Et puis, donc, sur le point sur la forme, je veux dire, si j'ai envie de poser des questions 3 fois, je le poserai 3 fois. Voilà, c'est pas grave. On va passer à autre chose, etc. En fait, c'est plus que, parce que vous en plus, les personnes ne voient pas, mais vous avez réellement mis vos points sur les poumons. Donc, en plus, vous étiez vraiment en mode de gorille. Mais là, quand je vous ai vu faire ça, je me suis dit, oula, elle renforce en face. Du coup, on crée un pouvoir. Non, là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous remettez un cadre. C'est-à-dire qu'on est sur vous mettez à voix haute le non-dit. Le non-dit, c'est que la personne pense qu'elle peut vous manquer de respect. Parce que ça, c'est clairement le sujet. Et vous dites non, on ne me manque pas de respect, on ne me parle pas comme ça. Et en plus, je vais être casse-pied parce que je vais le répéter autant de fois qu'il va falloir. Et du coup, vous posez un cadre qui fait redescendre en face et qui remet ce pied d'égalité. Je précise parce que du coup, c'est hyper intéressant parce que quand vous m'avez montré l'effet gorille, je me dis, voilà, si on se met en plus en face et que du coup, ça m'a fait un peu peur. Je comprends. Et je vois ce que Alors vous voulez que dire. pour moi, parce que mettre ce cadre, comme vous dites, c'est quand même assez. C'est imposant, par contre. Imposant. Je suis d'accord avec vous. C'est ça que je voulais dire. Ça demande une assurance, ça demande de bien sûr dépasser sa peur s'il y en a une. Mais par contre, c'est apaisé. Voilà. Vous dites pas à la personne qu'elle dit n'importe quoi, etc. Vous dites voilà le cadre de la conversation. Et si tu ne respectes pas le cadre, tu sors en fait. Enfin, clairement, c'est-à-dire que il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de conversation. Voilà, exactement. Donc ça, c'est important. Et pour moi, l'autre chose auquel j'ai pensé, c'est que j'ai quand même essayé, s'il y a vraiment une opposition très claire, je vais essayer de neutraliser la personne. Ça veut dire quoi, neutraliser? Ignorer, ok. Non, mais c'est bien, vous lui portez pas attention, en fait. Il y a un moment, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais prendre la personne, je vais avoir une conversation, etc. Et il y a un moment où, à ce moment-là, je préfère ignorer ça fonctionne pour avancer. Là, j'ai pas d'exemple en tête où ça m'a complètement empêché d'arriver à ce à quoi ce que j'avais en tête. Après, je veux dire, quand vous posez la question, je vous dis je veux dire, si je me retrouve dans si la compagnie, la société a décidé de faire A et moi je dois faire B, il y a une décision du CEO, je veux pas non plus aller, enfin voilà, on parle pas de situation comme telle, mais oui, dans l'ensemble, je veux dire, c'est un. Non, mais c'est intéressant parce que c'est la stratégie qui est préconisée en vrai. C'est-à-dire que les gens qu'on peut pas de toute façon faire changer d'avis, autant passer son énergie sur des gens qui sont alliés et des gens qui sont constructifs. Parce qu'en fait, les hésitants sont juste des gens constructifs. Ouais. Mais c'est intéressant parce que vu toute l'aura que vous avez autour de la joie et cette volonté de la partager, je me suis dit que du coup, vous alliez faire de même avec les opposants, mais alors pas du tout. Mais non, mais pas forcément. Non, mais j'essaye. Je dis pas. Je veux dire, il y a vraiment une histoire pour moi, comme vous dites, de trouver des alliés. Je veux dire, on va dire quand même dans peut-être 8 cas sur 10, je vais pouvoir quand même convaincre la personne de peut-être changer ou changer d'avis, en tout cas la nuancer, on va dire. Donc ça peut arriver. Mais après, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est important pour moi. Je suis très claire sur ce que je peux contrôler, influencer. Je peux influencer beaucoup. Il y a un moment, si c'est pas possible, je ne perds plus de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous parliez de l'énergie, comment faire pour avoir essayer d'avoir cette qualité d'écoute le plus possible. C'est-à-dire que je perds. Alors là, par contre, je fais extrêmement attention à mon énergie. Je ne vais pas la perdre sur ce qui sert à rien ou des gens qui ne vont pas m'aider. Non, mais top. Donc c'est intéressant. J'ai rapidement dans l'introduction parlé de votre expérience à l'étranger. On n'a pas forcément reparlé, mais vous avez voyagé un peu aux États-Unis, au Japon, dans d'autres pays, j'imagine en Europe. En Chine, beaucoup aussi. Alors j'ai beaucoup d'Europe, bien sûr, mais aussi effectivement beaucoup de Japon, beaucoup la Chine en fait, et beaucoup les États-Unis. Oui. Je vous avais parlé, je lisais un livre donc que j'ai fini, que je recommande, qui est soit un homme, ma fille, est-ce qu'on peut être un homme, soit un homme, ma fille, est-ce qu'il faut être un homme pour être PDG? Je n'ai plus le nom de l'auteur, il s'appelle Gaël, mais je le mettrai en description de l'épisode. On parlait notamment du Japon, enfin dans cette histoire, il y a notamment une question du Japon où clairement les femmes ne sont pas censées être directrices, mais il y a d'autres endroits. Et je vous vois soulever les sourcils. Ah là là, le Japon. Allez-y, racontez-nous. C'était compliqué.
Ça a été compliqué. J'avais peut-être une dizaine d'années d'expérience, donc j'étais directrice, j'avais des responsabilités. J'avais des amis qui me disaient le Japon c'est extraordinaire. Bon voilà. Donc moi premier voyage au Japon, en plus bien entendu, il faut les convaincre de rentrer et de faire la campagne globale sur Pampers. Bien entendu, ils avaient une campagne à eux japonaise, etc. Voilà. Donc, et je suis arrivée, c'était Lost in Translation, puissance 10 000, puisque je n'ai pas du tout compris. J'ai bien senti que ça n'allait pas du tout. Je n'étais pas sûre, c'était lié au fait que, bien entendu, j'étais en plein décalage horaire, puisque vous atterrissez, vous allez en réunion. Je suis pas sûre sur le décalage horaire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puisqu'il y avait donc ce côté, ils étaient entièrement d'accord, et en même temps, je sentais bien qu'ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, on m'a d'ailleurs demandé à ce moment-là de devenir la mentor d'une jeune femme japonaise. On apprend à se connaître, donc qui m'expliquant, ça me parlait de la situation féminine au Japon, que son père lui avait dit que finalement il fallait pas qu'elle fasse d'études, ça servirait à rien. Qui m'expliquait le plafond de verre, qui est au niveau de la première marche, grosso modo au Japon. Et donc ça a été, et puis je visitais aussi j'étais sur Pampers, des visites à domicile, donc je vois ces femmes à la maison qui attendent leur mari entre 22h et 23h. Il y a une excellente série sur Arte sur la maison de la rue en pente, sur la situation de la femme japonaise. Ça m'a fait un choc justement de revoir ça, donc c'était extrêmement intéressant. J'ai absolument détesté la culture du pays. Je le dis franchement, j'ai donc détesté le Japon dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel. Et pour moi, j'ai ressenti une misogynie très forte. Et donc, dans mon cas, dans la manière dont ils allaient interagir avec moi, qui se renforçait du fait qu'en plus, j'étais donc directrice, et donc je cristallisais sans doute pas mal de choses. Alors même si sur la forme, ils me disaient qu'ils étaient tout à fait d'accord avec ce que je disais. Tout le monde m'a expliqué. De toute façon, ça n'allait pas être reflété dans les plans. Donc oui, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Il m'a fallu plusieurs voyages. Déjà pour comprendre et apprécier et adorer la subtilité, la sensibilité de la culture japonaise, et aussi pour mieux travailler justement, mieux appréhender les codes culturels dans le cadre professionnel. Donc ça a été extrêmement compliqué. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous laissez beaucoup de place à votre intuition. Oui. Dans le monde professionnel. Oui. C'est quoi la place de l'intuition alors pour vous ? C'est marrant parce que je me disais en préparant votre émission, je repensais à mes rôles modèles masculins. Mm-hmm. L'un de ces managers il m'a dit un jour, mais Céline, tu as une très forte intuition, il faut que tu l'écoutes. Alors ça a été, on parlait de liberté, ça a été libérateur. Donc dans un monde analytique de données, quelqu'un vous dise, quelqu'un d'ailleurs que j'appréciais, que j'estimais pour son intuition, qu'il me dise ça, absolument libérateur. Et donc ça a été, j'avais 7 ou 8 ans d'expérience. Ça a été très très fort et c'est resté jusque-là sur le fait, oui, je vais faire confiance à mon intuition. La place que j'y accorde. Alors déjà, je pense que j'y accorde une place très importante. Je me laisse beaucoup guider par elle. Ça veut dire quand même que je fais attention et typiquement maintenant, parce que je suis à un niveau de cadre dirigeant, je vais demander à mes équipes de vérifier que par les data, par l'analyse, j'ai pas justement un angle mort qui fait que mon intuition est complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que je me repose beaucoup sur mon intuition. Je fais beaucoup confiance. Je disais des choses sur l'intuition, mais j'avais lu que l'intuition, c'est finalement de faire des liens. C'est de l'observation appuyée, en fait. C'est la capacité de faire des liens entre toutes différentes observations qui ont été faites, qui fait qu'on prend une bonne décision et qu'elle vient finalement des tripes, entre guillemets. Exactement. Du coup, c'est pas forcément quelque chose de spirituel qui sort de là-haut, mais c'est la capacité, c'est la capacité à avoir une observation active. Pour reprendre l'écoute active. Absolument. C'est non, mais c'est amusant parce que vous avez raison. En anglais, on appelle ça le gut feeling. Donc c'est les tripes, ce qu'on appelle les tripes, le gut. Et typiquement, je veux pas dire ça parce que c'est évident, c'est juste entre guillemets, c'est juste le cerveau qui a fait des liens entre des événements, qui a vu que tiens, il y a plein de fois quand il y a eu ça, il s'est passé ça, et donc qui très vite dit effectivement, il y a de grandes chances que ce soit la même chose qui se repasse. Donc oui, c'est juste la capacité d'observation et de mémorisation du cerveau. Voilà.
Après, ce qui est intéressant, c'est cette capacité. Plus vous y faites appel, plus votre cerveau effectivement va devenir efficace avec ce type de comportement. Mais si je vais un peu plus loin dans ce que vous dites, j'ai aussi l'impression que cette intuition, vous la testez. C'est-à-dire, ce que j'entends, c'est que vous écoutez votre intuition, mais vous la remettez toujours dans le réel. En disant, et je peux me tromper, donc vous allez me corriger si c'est pas le cas, mais dans le sens où vous dites, voilà, j'ai vu ça, il s'est passé ça, du coup, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, en parallèle avec vos intuitions, enfin, il y a quand même ancrage dans le réel. Je le dis parce qu'il y a parfois les intuitions, les gens après ils partent. Parfois on décolle, là, c'est plus. Mais vous, j'ai l'impression que ça reste très concret. Oui, absolument. Je suis quand même fondamentalement, plus analytique, on va dire spirituel, je sais pas si j'opposerai les deux, mais je suis quand même quelqu'un de, analytique et concret. Et donc, effectivement, ça veut dire que typiquement, je vais demander et je vais m'assurer que, voilà, moi, la conclusion auquel j'arriverai. Et donc, je vais tout de suite demander, est-ce que par hasard, je reviens à ma question sur, est-ce que j'ai raté quelque chose? Voilà. Donc, c'est effectivement important pour moi, de rester extrêmement concrète, analytique et pragmatique, par rapport à ça. D'où l'importance que les gens vous contredisent aussi de temps en temps quand même. C'est ça. On m'a dit un jour que j'avais un côté hollandais, parce que il paraît que les Hollandais, en fait, vous avez, je crois, 5 ou 6 manières de construire la confiance. La confiance des gens, la manière dont les gens construisent leur confiance. Il y en a qui construisent leur confiance, qui vont avoir des gens qui leur disent t'es super, etc. Et moi, je construis ma confiance. Au contraire, j'ai besoin de sentir une opposition. Et au contraire, moi, plus les gens, je sais, peuvent me challenger, me contredire, donner un argument, s'ils le font, ça construit la confiance que j'ai en eux. Donc, oui, absolument. Pour moi, on revient à cette idée-là de confiance. Et donc, c'est pour ça que donc, c'est important pour moi de vérifier que je suis pas en train de partir dans les. Vous parliez des faits c'est des choses que j'ai observées. C'est des dirigeants où c'est envers et contre tout, leur vision contre le reste du monde. Mais peut-être pas. Peut-être que ma vision, elle est complètement fumée. Donc c'est important. Et c'est vrai que je demande sincèrement en disant voilà où je vais. Je regarde et je dis est-ce qu'il y en a un qui pense que c'est complètement à côté de la plaque? J'aime le fait que vous alliez intuition et pragmatisme d'une certaine façon. Parce qu'on dit toujours l'intuition, c'est féminin, ça vient de je ne sais où. Je pense que tout le monde a une intuition déjà. Oui. Et puis vous, du coup, c'est très pragmatique. Et puis, c'est aussi l'apanage du leadership, puisque c'est lié à la confiance en soi, en fait. Oui, alors je pense que je l'ai développé parce que on m'a dit que c'était extrêmement positif et que c'était extrêmement fort. Et donc, ça a été ce moment libérateur. Et après, on va revenir au fait que j'ai fait tous mes petits tests que, on va dire dans 80% des cas, mon intuition est correcte. Bon, c'est bon, maintenant, je vais avoir confiance dans ce que mes tripes me disent. Donc oui, j'ai construit cette confiance en moi avec les années. C'est hyper important l'intuition, je trouve, dans la confiance en soi. Moi, les gens que je rencontre qui ont confiance en eux, souvent, l'intuition va avec, parce qu'en fait, il y a parfois quand tout est intangible, comme aujourd'hui en ce moment, mais de façon générale, depuis des années, on change tout le temps, de pouvoir s'appuyer sur une intuition, c'est quand même beau. C'est pas d'y rester coincé dessus, je suis d'accord avec vous, mais de pouvoir s'appuyer dessus. Je pense aussi que c'est... je me demande si ça introduit pas quelque chose de rassurant des fois pour les équipes. C'est-à-dire que... c'est amusant, je pense presque à un cadre familial par rapport à ça. C'est-à-dire que face à un problème, je vais avoir une intuition, effectivement, et je vais dire, à mon avis, il y a ça ou ça. Et donc de se dire très vite, il va y avoir une solution et c'est possible. Mais je pense que plutôt que de se dire écoutez, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, vous allez regarder. Alors je sais pas. Vous allez repartir et analyser. Puis alors les procrastinateurs qui disent là et tout. Puis je sais pas. Puis est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que vous avez regardé ci? C'est quand même rassurant quand vous avez quelqu'un qui dit oui, alors ça peut être ça ou ça, ok, et puis on va vite, et puis je pense que c'est extrêmement rassurant d'avoir ce style aussi de finalement, si ça ne devient pas complètement dictatorial. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention à côté. C'est mon intuition envers et contre les autres, mais il y a un côté rassurant. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle toujours d'intuition féminine, alors que l'intuition, c'est juste humain. Quand même, on dit souvent intuition c'est vraiment, féminine. vous avez raison. Très souvent. Après, c'est un nom féminin, alors ça aide, mais mais on dit souvent intuition féminine. Et il y avait pareil, j'avais une de mes invitées qui, pour le coup, elle avait cassé le plafond de verre avant nous, puisqu'elle avait 20 ans en 68. Et du coup, qui disait que justement les femmes devaient se faire confiance dans leurs intuitions, que c'était quelque chose qui nous était autorisé, bizarrement. Et donc du coup, finalement, c'est un peu notre meilleur allié, notre confiance en nous et du leadership de façon générale. Donc je trouve ça aussi intéressant que vous le remettiez un peu dans ce côté pragmatiste. Et puis, dans tout le discours que vous avez eu, on voit que c'est un peu clé. Dans la façon d'observer, on parlait du corporate tout à l'heure, vous arrivez à observer, à avoir votre intuition, observer quand même ce qui passe, ce qui ne passe pas. C'est ça, finalement, l'observation active.
Ouais, absolument. Oui. Non, mais c'est amusant. Ça me fait penser aussi au fait que, alors, peut-être ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, cette capacité à observer les gens, les situations, etc. Je pense que c'est l'une des qualités qui va être les plus discriminantes maintenant, et en tout cas qui est très discriminante maintenant à mon avis, pour les leaders d'aujourd'hui et de demain. Ça devrait. On n'en est pas encore. Non, on n'en est pas là. Non, on n'est pas. Non, on n'en est pas. Oui. Je vous rejoins, mais bon, c'est pas. C'est sur des beaux papiers, c'est dans les formations de management, mais c'est pas encore un critère de recrutement quand même. Non, mais par contre, moi, je pense beaucoup à mes filles, et je trouve que parce que toujours les gens sont obsédés, les notes ou je sais pas quoi, il apprend le chinois, etc. Bon, je pense que dans les qualités, je pense que la persévérance est une qualité hyper importante, et d'ailleurs professionnellement hyper importante aussi. Le côté de ne rien lâcher et toujours y croire. Mais voilà, c'est super important. Et pour elle aussi, l'intelligence émotionnelle, cette capacité à observer ce qui se passe autour de soi, c'est peut-être plus important des fois que. J'adore le chinois, mais bon. Ça fait partie de vos critères de recrutement ? Oui, absolument. Enfin, pour moi, c'est la forme d'intelligence analytique, c'est bien, c'est intéressant. Je pense sincèrement, c'est pas ça qui va permettre des gens de se développer très fortement sur le long terme. Je pense que l'intelligence émotionnelle va être un facteur beaucoup plus discriminant que le pur aspect, ce qu'on appelle conceptuel, ou même le pur aspect stratégique. Cette capacité pour moi à appréhender des organisations et à comprendre le facteur humain, c'est beaucoup plus discriminant. Oui. Alors, je précise quand même dans le cadre du management. Parce qu'après, tout le monde n'a pas envie d'être manager. Je veux dire, si quelqu'un est plutôt dans l'analytique, mais qui est dans l'ordre de l'expertise, etc., à la limite, c'est beaucoup moins discriminant. J'ai pas l'impression que vous êtes complètement d'accord avec moi. Non, alors je vais dire, non, mais attends, si vous faites du code à longueur de journée sur un ordinateur, je suis d'accord, c'est pas nécessaire. Après, je pense quand même que, même si vous n'êtes pas dans le management, cette capacité pour moi à naviguer, à comprendre les émotions, à comprendre l'humain, elle est importante. Je vais prendre dans le cadre alors en plus, moi je travaille avec des médecins, bien entendu. Pour moi, le facteur humain hyper important pour le médecin. Pour l'instant, c'est pas du tout expliqué. Il y a quelques facs qui commencent à parler du savoir parler aux patients. Ils en ont en formation, j'ai appris, oui. Voilà, c'est tout récent, c'est quelques heures. Voilà, l'intelligence émotionnelle des médecins, je pense que c'est extrêmement. D'ailleurs, avec les enquêtes que nous avons faites dans l'association, je leur explique le vécu des patients et donc ce que leurs mots peuvent dire, peuvent avoir comme impact. Je pense même que même si vous êtes en freelance design et créatif, vous avez des clients, vous avez des banquiers, vous avez des financiers. Moi je pense que l'intelligence émotionnelle, elle peut quand même servir à pas mal de choses, et puis peut-être qu'elle peut nous servir juste à mieux vivre ensemble aussi. Donc c'est pas mal. Je suis d'accord avec vous, elle sert à mieux vivre ensemble, mais elle sert aussi dans les projets transverses, en fait, où il y a de l'expertise. Après, je pensais, quelque métier que je sois, je vais être huée, mais je pensais à l'actuariat ou des choses très précises, très mathématiques. Je pensais, à des métiers où, évidemment, là, vous avez raison, l'intelligence émotionnelle, elle est importante partout, mais elle est plus ou moins importante selon ce qu'on fait. Et quand on est en management ou en direction, évidemment, elle a plus de poids. Non, c'est clair, tout à fait. Vous me donnez le lien justement avec la médecine, ça tombe bien. Parce que vous êtes donc directrice d'une entreprise pharmaceutique, et puis vous êtes aussi dans une association avec des médecins, notamment auprès de votre association sur la prééclampsie. Moi, je me demandais la place de l'égalité dans le monde pharmaceutique de façon générale déjà, et puis plus spécifiquement dans le monde médical, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui sur le fait que les femmes sont sous-traitées dans le médical, notamment dans les tests, pour des raisons diverses et variées, une étant qu'elles peuvent être enceintes, mais aussi parce que les tests, les hormones en fait jouent. Donc en fait, selon le cycle dans lequel on est, ça a un impact plus ou moins important sur les médecines. Et puis aussi, on sait qu'aujourd'hui, je crois que la crise cardiaque est l'une des premières mortalités des femmes. Je crois que c'est quasiment pas traité. Il y a une cardiologue qui est très influente sur le sujet. Claire Monnier-Veillé. Merci. Donc toutes deux questions. Alors, la place de l'égalité dans le monde pharmaceutique et puis la place des femmes dans le monde médical de façon générale. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais parler de mon entreprise. Allez-y. Non, parce que, mais blague à part, c'est vrai que je suis très fière, justement, de la place, en tout cas, qu'on donne aux femmes dans mon entreprise. 70% des employés sont des femmes, 80% de nos comités de direction sont des femmes. Et sur l'indice d'égalité professionnelle, vous savez, qui mesure les différences
différence de salaire. On est à 93 sur 100. Donc, on est largement au-dessus de la moyenne que je pourrais vous donner. Vous êtes à 93 sur 100. 93 sur 100. Que 80% sont des femmes. Alors, on n'est pas à 100 sur 100. Non, mais alors, c'est sur les différences salariales. Je vous expliquerai après comment c'est construit, mais en fait, c'est Ça marche. Il faut toujours faire mieux. Et en tout cas, c'est vrai que c'est bien au-dessus de la moyenne des autres entreprises. Okay. Et pour faire ça, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, bien entendu, moi, j'encourage. Sans doute, j'ai un style de leadership différent, et donc j'encourage les gens à avoir des styles de leadership différents. Donc, déjà, super, bienvenue à la différence. Donc ça, c'est important. L'autre point aussi, c'est que il y a beaucoup de mesures de soutien en fait, par exemple des jeunes parents. Vous avez un congé parental de 6 mois, que ce soit pour les femmes ou pour leur partenaire en fait. Donc ça c'est important. Il y a le partage de la charge mentale. Ça sera l'objet d'une autre émission, mais c'est quand même. Ouais, ne vous inquiétez pas, il y en a qui en traitent. Voilà, c'est quand même un point. Il y a du congé aussi enfant aidant. Voilà, une fois de plus, vous avez des parents. Donc il y a quand même beaucoup de mesures pour essayer de vous aider à bien balancer en fait l'équilibre professionnel et l'équilibre vie privée. Donc de gros efforts sont faits, et en tout cas dans mon entreprise c'est le cas aussi. Alors vous parliez très spécifiquement des tests médicaux. Là je vous réponds vraiment en tant que présidente d'association de patients donc sur une maladie de la grossesse, la pré-éclampsie. C'est effectivement, je me suis rendu compte que les médicaments n'étaient pas testés autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, les médecins m'ont expliqué, pour les très bonnes raisons que vous citez, qui fait attention, faut pas qu'elle tombe enceinte, parce qu'on ne sait pas les risques pour le bébé, on ne sait pas les effets du cycle féminin. Voilà. Mais le fait est que finalement, les dosages ont été faits pour des hommes de, 80 kilos, donc des poids plus élevés. Peut-être que finalement, les femmes sont surdosées en médicaments. Donc voilà, effectivement, l'accès aux soins, donc ça c'était le problème dont vous parliez sur la crise cardiaque, les symptômes sont pas tout à fait les mêmes, donc la prise en charge de la crise cardiaque n'est pas tout à fait la même. Donc effectivement, il y a des grandes questions sur est-ce que la prise en charge des femmes est la même. Typiquement, moi je parle de la pré-éclampsie. C'est quand même c'est une des premières causes moins maintenant, mais ça a été l'une des premières causes de mortalité, de mort en couche en fait, pour les femmes. Ça fait une 20aine d'années qu'on comprend ce qui se passe. C'est rien. Ça veut dire que je pense qu'avant c'était un dommage collatéral. Et oui, ma bonne dame, tant pis, c'est comme ça, c'est le risque. C'est le risque de la grossesse. C'est juste inacceptable. C'est dommage que ce soit très récemment qu'on s'y attaque et qu'on s'y attache vraiment. Et encore, au début, on a compris ce qui se passait en fait avec des analyses de problèmes qui étaient liés aux hommes. Donc c'était extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, notre laboratoire est complètement engagé dans cette voie, et toute l'industrie pharmaceutique est en train de bouger. Mais c'est vrai que ça va prendre effectivement un peu de temps. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la pré-éclampsie, on va pas forcément l'expliquer, mais je mettrai de toute façon le site en description. Donc du coup vous pourrez regarder directement ce que c'est si vous êtes curieux, si vous ne savez pas, ou si vous voulez en savoir plus. Ouais. Merci. Je vais aller vers mes dernières questions. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un environnement vous donne confiance à prendre un poste de direction et à assumer votre mode de management finalement? Alors là, je vais parler de quand j'ai rejoint le groupe Helion. Ouais. Alors il y a plusieurs choses. Bon, déjà, la mission m'a emballée. Donc c'était vraiment une mission centrée sur la santé et sur l'accessibilité de la santé au quotidien pour le plus grand nombre. Ce qu'on appelle la santé préventive. Et ça fait beaucoup écho justement aux problématiques que je gère dans le cadre de mon association, où il y a un énorme volet qui est sur la prévention. Et c'est très compliqué d'aider les femmes à prévenir les problèmes. Parce qu'en fait, il y a prévenir des problèmes, c'est très compliqué parce que déjà vous avez du mal à bien vous soigner, mais alors en plus, il faut faire des choses avant éventuellement des malades, très très compliqué. Donc la santé préventive, ça a été un sujet, très très fort là-dessus. Je me suis dit, on va pouvoir réaligner le personnel et le professionnel, ça va être super. J'ai aussi les valeurs de l'entreprise, mais les valeurs, vous savez, on peut en écrire plein, faire des tartines, etc. J'ai rencontré des gens où j'ai senti ma fameuse intuition. Elle était là.
Mon intuition m'a dit tout de suite, je vais travailler. Voilà, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là. Effectivement, j'ai senti que les valeurs étaient vécues, et donc voilà. Et donc je me suis aussi renseignée sur la réputation de cette entreprise par d'autres personnes qui avaient travaillé, qui m'ont dit effectivement dans le milieu pharmaceutique, voilà, extrêmement respecté pour ses résultats, mais aussi pour ses valeurs. Voilà. Et donc c'est vrai. J'étais en confiance pour rejoindre le groupe Haleon, mais les gens que j'ai rencontrés ont porté ce choix. Donc c'est un alignement déjà entre vos priorités personnelles et professionnelles et un alignement avec vos valeurs. Exactement. Ok. Oui, par rapport aux valeurs, c'est quelque chose d'important. Moi, je dis souvent, une charte professionnelle, c'est une charte qui n'a pas besoin d'être écrite au mur. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Exactement. Parce que quand elle est écrite trop souvent, c'est qu'il faut quand même la répéter pour être sûr qu'on l'a bien ancrée. Quoi. J'ai été aussi, comme bien entendu, dans un processus de recrutement, je pense qu'on est toujours honnête des deux côtés. Voilà, moi j'ai parlé très sincèrement de mon engagement. J'ai dit quelquefois, je vais devoir aller à des congrès. Je pense que en même temps, ça prouvait que mon engagement dans la santé était crédible et légitime, mais j'ai reçu aussi beaucoup de soutien. Ça m'a donné beaucoup de confiance dans le fait que ils y croient tellement qu'ils soutiennent mes engagements personnels qui ne sont pas directement liés à l'entreprise. C'est bien que maintenant les entreprises soutiennent tous leurs employés, y compris leurs cadres dirigeants, quand ils sont engagés dans des associations. Et ça s'est avéré concret. Et ça s'est avéré très concret. Non, je vous le dis parce que c'est aussi le cas après de gens qui sont déçus. Bon, quand on reste un an, ça s'avère concret, mais c'est important que ça se concrétise. Ouais. Tout ça pour dire, n'essayez pas de faire semblant de vous intéresser aux gens, ça ne sert à rien. Et du coup, dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez voir changer dans la société et les organisations pour plus d'égalité ? On va dire, je vais revenir à ce que je contrôle ou ce que j'influence. Et je vais revenir à ce thème de la confiance en soi pour le plus grand nombre de femmes. Voilà, et ça c'est quelque chose en tout cas pour moi qui est important aussi bien pour les femmes avec qui je travaille, ma tribu personnelle, mes filles. Pour moi c'est important qu'on s'encourage et qu'on se soutienne à se dire que tout nous est possible et qu'on peut accéder à nos rêves. Donc ça, pour moi, ce serait l'impact société. Les parents ont un rôle énorme à jouer. L'éducation a un rôle énorme à jouer. Je dis les parents, mais ça peut être la tribu. D'ailleurs, moi, j'aime bien l'idée plutôt de la tribu qui entoure les enfants. Et je pense qu'il faut qu'on continue et qu'on accélère. Il faut qu'on se soutienne vraiment, se soutienne entre femmes pour qu'on s'apprenne à décoder ce dont je vous parlais aujourd'hui. Il y a une histoire de décoder, décoder ses codes, s'encourager dans la différence et puis bénéficier donc de rôles modèles dans les organisations. Voilà, je pense que ça pourra nous aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.